Le pouvoir, c'est un jeu. Puis, comme dans n'importe quel jeu, il y a des règles. Dans cette analyse inspirée par le travail de Robert Greene, on va vraiment décortiquer comment l'influence se bâtit, comment elle se manipule et surtout comment on la maintient. Alors, on plonge là-dedans tout de suite. C'est la question qui va nous guider. Est-ce que le pouvoir, au fond, c'est une affaire de force brute, de qui crie le plus fort? Ou est-ce que c'est un art beaucoup plus subtil, un genre de jeu de miroir, une question de psychologie où la perception, c'est tout ce qui compte? Bon, avant même de penser à influencer qui que ce soit, le pouvoir, ça commence par soi-même. La toute première étape, c'est la maîtrise de soi. Ça veut dire contrôler ses propres actions et planifier ses coups avec une précision quasi chirurgicale. Pensez-y une seconde. L'hésitation, c'est comme un poison. Ça sème le doute partout. L'audace, au contraire, ça capte l'attention, ça impose le respect. L'exemple parfait, c'est l'histoire du comte Victor Lustig, un escroc, mais un escroc de génie. Imaginez-vous donc qu'en 1925, il convoque les plus gros ferrailliers de Paris pour une rencontre ultra sacrée. Et là, il leur annonce que le gouvernement a décidé de démolir la Tour Eiffel et de la vendre pour la ferraille. L'idée était tellement absurde, tellement démesurée, que personne n'a même osé la questionner. Il a vendu la tour une première fois. Puis, 6 mois plus tard, le gars est revenu et l'a revendu à quelqu'un d'autre, pour l'équivalent aujourd'hui de plus d'1,5 million de dollars. C'est fou. L'improbabilité de son mensonge, c'était ça la source de son pouvoir. Et la psychologie derrière ça, elle est fascinante. L'audace, ça intimide, ça crée une aura d'autorité, ça ne laisse aucune place pour le doute. La timidité, à l'inverse, ça crée de la maladresse, ça nous rend invisibles. L'audace, au final, c'est un outil qui change complètement la perception que les autres ont de nous. Mais attention, l'audace toute seule, ça ne suffit pas. Sans un plan, c'est juste de l'imprudence. Et c'est là qu'arrive le deuxième pilier de la maîtrise de soi, la prévoyance. Le vrai pouvoir, c'est d'avoir une vision claire de l'objectif final et d'orchestrer chaque étape pour s'y rendre. Si on ne fait pas ça, on devient juste une victime des circonstances. Prenez Otto von Bismarck, le fameux chancelier de fer. Son but ultime était super clair, unifier l'Allemagne. Et chaque action était une étape calculée. D'abord, une petite guerre contre le Danemark pour réveiller le nationalisme. Ensuite, une victoire sur l'Autriche pour affirmer son indépendance. Après ça, il provoque la France pour que tous les États allemands s'unissent contre un ennemi commun. Et une fois l'Empire crié, il a passé le reste de sa vie à maintenir la paix. Il avait un plan et il savait exactement quand s'arrêter. Et maintenant, pour voir ce qui arrive quand on ne planifie rien, regardons Vasco Núñez de Balboa. Cet explorateur a fait des choses incroyables, comme découvrir le Pacifique. Sauf que lui, il était gouverné par ses émotions, par sa vision à court terme. Il s'est fait plein de rivaux, il n'a pas vu venir leur manigance, et il a fini décapité. Son rêve de l'Eldorado lui a été volé par d'autres. La fin, c'est vraiment tout ce qui compte. Alors, on a vu que la maîtrise de soi, c'est la fondation. Mais le pouvoir, ça ne se joue pas tout seul dans son coin. Après, il faut maîtriser la façon dont les autres nous perçoivent. Et là, on entre dans le domaine de l'illusion, du grand spectacle. Décrivant de la Renaissance, Baldassare Castiglione, il appelait ça la sprezzatura. C'est l'art de faire en sorte que les choses les plus difficiles aient l'air faciles, complètement naturelles. Tout le travail, toute la pratique, toutes les heures passées dans l'ombre doivent rester cachées. Le public, lui, ne voit que le résultat final, gracieux, qui semble n'avoir demandé aucun effort. Et c'est cette apparence de facilité qui crée une aura de talent presque divin, une source de pouvoir immense. Et le maître absolu de la sprezzatura, c'était Harry Houdini. Le gars passait des heures, des jours, des années à s'entraîner, à étudier des serrures, à contrôler sa respiration. Mais sur scène, tout avait l'air magique, surhumain. En cachant son travail colossal, il a créé une aura de mystère et de puissance qui fascinait complètement les foules. Alors, ça nous amène à un point qui est crucial. La plupart des gens ne veulent pas de la vérité, non. Ils veulent un rêve, une fantaisie qui les réconforte, qui les aide à fuir une réalité qui est souvent difficile. La personne qui est capable d'offrir cette illusion-là, elle détient une source de pouvoir incroyable. Au 16e siècle, Venise était en plein déclin. Sa gloire d'avant la hantait. C'est à ce moment-là qu'est apparu un certain Il Bragadino, un alchimiste qui promettait de multiplier l'or. La réalité était moche. La ville était en crise. Le fantasme, une solution magique, instantanée. Les Vénitiens se sont jetés sur cette promesse. Ils ont couvert l'escroc de richesses sans qu'il ait jamais eu à produire une seule pépite d'or. OK, maintenant, on passe au niveau supérieur. C'est là que le jeu devient vraiment tactique. Il ne s'agit plus seulement de soi ou de son image. Il s'agit de manipuler activement les autres en contrôlant leurs choix et en exploitant leurs faiblesses.
Ça, c'est un coup de génie. Au 16e siècle, Ivan le Terrible était en conflit avec la noblesse russe. Au lieu de les affronter de front, qu'est-ce qu'il a fait? Il a simplement quitté le pouvoir. Moscou a sombré dans le chaos total. Quand le peuple a supplié de revenir, il a dit « D'accord, mais à mes conditions, le pouvoir absolu ». Le peuple avait le choix entre l'anarchie et lui. Les deux options servaient son but. Il ne leur a pas imposé sa tyrannie, il les a amenés à la réclamer eux-mêmes. Tout le monde, absolument tout le monde, a une faille. Une insécurité profonde, une passion secrète, un ego démesuré. C'est le talent d'Achille. Une fois qu'on a trouvé ce point faible, on a un levier. On peut influencer le comportement de n'importe qui. C'est comme trouver la petite vis qu'on peut serrer quand on veut. Le cardinal de Richelieu était un maître dans cet art. D'abord, il a repéré la faille de la reine-mère, son immense besoin d'attention. Il l'a utilisé pour s'approcher du pouvoir. Puis, il a trouvé le talon d'Achille du roi lui-même, son indécision maladive. En se positionnant comme la seule personne capable de guider un roi faible, Richelieu est devenu, dans les faits, le véritable dirigeant de la France. Finalement, ce qu'on voit, c'est que le pouvoir, c'est rarement une question de force brute. C'est un jeu social, un jeu psychologique, incroyablement complexe. Ça demande de l'audace, oui, mais aussi de la planification, un contrôle des apparences et surtout une compréhension très, très profonde de la nature humaine. Et ça nous laisse avec cette question finale qui est excellente. Dans le grand théâtre du pouvoir qui nous entoure tous les jours, quel rôle est-ce qu'on joue? Est-ce qu'on est l'acteur sur la scène sous les projecteurs, le public qui regarde passivement, ou est-ce qu'on est le machiniste dans l'ombre qui tire les ficelles et qui contrôle le décor? La réponse en dit très long.